C'est bon? Ah ben parfait. Bonjour. Donc on va vous parler d'un sujet qui est très à la mode actuellement avec l'hydrogène. On sort du salon Evolution où pour la première fois l'hydrogène bâtiment a été imaginé et tracé. C'est la troisième conférence qu'on fait lors de Energy Meeting sur un projet que l'on a à Saint-Étienne et que l'on fait grandir et on vous montre tout au long de ces années les évolutions. Donc il y aura un petit flash sur ça. Et là, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous montrer dans quelle case l'usage de l'hydrogène dans le bâtiment a sa place. Et en fait, le résumé, très simplement, c'est que partout où vous pourriez mettre une pompe à chaleur, parce que c'est la bonne solution technologique pour l'usage que vous avez, eh bien, il ne faut pas se tromper, il faut la mettre. Et dès lors qu'on n'a pas de solution, eh bien, l'hydrogène est un gaz électrique. Tout simplement, vous avez fait principalement de l'électrolyse de l'eau, vous avez cassé la liaison H2O avec un courant, et donc on a bien électrifié le pays. Et donc, c'est ce qu'on va vous démontrer dans cette présentation. Donc si on regarde comment décarboner le chauffage, qui est quand même la règle de ce qu'on fait tous en ce moment, si on commence d'un côté, on peut avoir des pompes à chaleur type gaz, si vous connaissez la technologie. On peut avoir des chauffages avec du gaz vert. On peut avoir également les solutions d'eau chaude sanitaire. Et puis tout au bout là-bas, quelques réseaux d'hydrogène. En fait, tous ces usages-là, eh bien, si on peut les remettre en place, vous avez d'abord la pompe à chaleur qui, elle, va jouer un rôle clé pour la décarbonation. Et tout ce qui est du neuf, bah évidemment que c'est parfaitement adapté. Dès lors que vous avez du gaz et de l'électricité disponible sur le bâtiment et que vous pouvez installer un groupe extérieur, bah une pompe à chaleur hybride, ça peut être une bonne solution et même une très bonne, parce que vous avez une petite PAC qui ne va pas trop déstabiliser le réseau électrique, et puis vous avez la conversion ou le manque avec une chaudière. Et puis ça vous permet aussi de ne pas toucher à l'infrastructure du bâtiment dans le cadre de la réno. Et puis il y a le cas particulier où vous avez beaucoup de gaz et d'électricité disponibles, mais vous n'avez pas le droit de mettre une pompe à chaleur. Et donc c'est là où nous, on a imaginé qu'un système à chaleur hybride, bah, c'est tout simplement le couplage d'une chaudière et d'un électrolyseur, donc de fabriquer de l'hydrogène à la demande et de venir injecter ça dans la machine. Alors, ça c'est une vraie photographie de ce qui se passe en ce moment et des usages du gaz. En fait, ce qu'on voulait vous montrer là, c'est qu'aujourd'hui, on consomme 422 TWh de gaz en France par an. Vous avez une bonne partie qui est facilement électrifiable, 20% à peu près. Ça, il ne faut pas se tromper. Il faut absolument mettre la bonne technologie. Ça peut être aussi bien une PAC que de l'effet Joule. Ça va se faire doucement, mais on peut le faire. D'autre côté, il y a 20% où c'est absolument pas possible. Vous avez des process industriels, vous avez besoin d'une flamme, vous avez besoin d'une combustion à haute température et vous ne pouvez pas électrifier. Et puis, dans le milieu, eh bien, vous avez une bonne partie où de dire, eh bien, je vais pouvoir électrifier ma technologie, ma combustion, et en venant l'électrifier, non pas en mettant une résistance en série, mais en fabriquant un gaz qu'on va mélanger. Et l'avantage fort de cette techno-là, c'est que le rendement d'une chaudière à condensation associée à un électrolyseur, le rendement global est meilleur qu'une chaudière seule. Ça veut dire que vous n'avez pas dégradé du rendement. Et le problème de la filière hydrogène de base, c'est d'avoir un rendement de filière qui est de 20%. Si vous vous souvenez, vous faites de l'électrolyse, vous comprimez, vous stockez, vous détendez, vous ramenez. Et le bilan, c'est qu'entre l'électron initial et le final, vous avez 80% de perte. Ce n'est pas ce qu'on fait dans la combustion. Parce que ce qui nous va nous intéresser, c'est d'avoir un gaz qu'on brûle immédiatement. Donc, je n'ai pas de pression, pas de stockage. Et ensuite, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est que dans un électrolyseur, vous avez 3 éléments. Du gaz, hydrogène, du gaz, oxygène et de la chaleur. Si vous reprenez mon métier de chauffagiste, faire de la chaleur, c'est ce que je fais tous les jours. Donc la chaleur fatale, je ne la perds pas. J'ai 25% de l'énergie qui est pour moi. L'hydrogène, évidemment que je l'ai, 55%. Et puis l'oxygène, c'est le meilleur des comburants du carburant. Donc ça veut dire que les 3, je les valorise. Et à la fin, l'électrolyseur a plus de 97% de rendement. Parce que c'est un électrolyseur dédié à la combustion. Et c'est ce qu'on va vous montrer de suite. Ah pardon, il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer en bas. Parce que c'est un vrai problème franco-français, cette logique, ce qui est en bas. Ce que j'ai mis sur la ligne, là, c'est les freins à l'électrification. La première des choses importantes, c'est la capacité électrique du réseau. Moi, j'habite dans le Gers, à côté de Toulouse. Aujourd'hui, je suis obligé de faire une demande préalable au raccordement pour mettre une borne électrique, pour mettre une pompe à chaleur. Le transfo de mon secteur, il n'est pas assez puissant. Ça, si vous multipliez par tout le monde, vous allez voir que c'est tout à fait important. Donc, lorsqu'on hybride, on a besoin de toute petite puissance électrique. La deuxième chose, c'est la structure du bâtiment. Si vous avez un réseau radiateur historique et que vous voulez mettre une solution thermodynamique, il faut souvent reprendre le réseau.
C'est un vrai frein à cette électrification. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas réversible. Et ça, pour nous, c'est la clé de ce jeu. C'est qu'une chaudière que vous alimentez en gaz naturel et que vous hybridez avec de l'hydrogène, ben, si vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez travailler au gaz nat. Et inversement, si vous avez beaucoup d'électricité disponible, vous pouvez venir l'hybrider. Et ça veut dire qu'au lieu d'être un emmerdeur de réseau, vous êtes un stabilisateur des réseaux. Et c'est la première fois que vous avez une technologie qui est capable d'écouter les productions de réseau et de trouver la meilleure des énergies en temps réel. Et ça, c'est une vraie différence, alors qu'aujourd'hui, on fait l'inverse. Aujourd'hui, on consomme tous et le réseau court derrière pour toujours alimenter en quantité suffisante en énergie électrique. La conséquence de ça, si vous regardez 2022, on a vendu 4 millions de kilowattheures à l'Allemagne et on a acheté 11 millions de kilowattheures aux Allemands. D'un côté, on a vendu ça avec une énergie plutôt verte et en face, on a racheté une énergie plutôt sombre à 300 ou 400 grammes de CO2 par kilowattheure, mais ça, on n'a pas regardé. Et ça, c'est une des vraies problématiques actuelles de toutes nos solutions technologiques, c'est qu'en aucun cas, on regarde les réseaux, on regarde nos nombrils, on regarde comment nos machines marchent et puis on va chercher l'énergie qu'on a besoin. Et c'est une vraie force de la partie hydrogène, c'est d'être capable d'être très réversible. Ensuite, dernier élément, c'est que vous travaillez avec du gaz, pour la filière gazière, avec des gaziers. Vous allez voir que les technologies, ça reste dans le domaine du chauffagiste. Vous n'allez pas être un spécialiste de la cryogénie ou spécialiste de technologies compliquées. Quand vous êtes avec une pompe à chaleur, il faut qu'à minima, vous ayez un frigoriste dans l'entreprise pour pouvoir travailler autour de ces technologies. Ce qu'on a imaginé, nous, c'est d'être exactement dans la filière professionnelle et de ne pas les perdre. Donc si je fais un peu en retour pour ne pas oublier des choses historiques, pourquoi je vous ai mis cette photo? C'était juste pour vous montrer une chose simple. C'est qu'à l'époque, ils se chauffaient autour du bois, mais ce n'était pas ça l'idée. Ce qui est marqué là, c'est que le problème de fond, c'est le combustible, pas la combustion. Parce que là, vous brûlez du bois, si on considère qu'il est en CO2 neutre par le fait que les forêts vont recycler ce CO2, ben vous pouvez avoir une flamme, et une flamme qui est tout à fait cohérente. Quand vous brûlez de l'hydrogène, s'il est fait vert localement, ben vous avez aussi une flamme qui est neutre en carbone. Après, il y avait ce genre de techno aussi. Ça, j'ai des souvenirs chez ma grand-mère. Alors, ce qui était très très bon, c'était ce qui bouillait sur la cocotte. En fait, l'idée là, c'était du multi-énergie. C'est que vous avez une seule source et que vous êtes capable de faire du chauffage d'un côté et la cuisine de l'autre. En fait, l'idée, c'est qu'on a toujours tendance à affronter les solutions et les énergies, alors qu'en fait, elles ont besoin d'être complémentaires. Donc, qu'est-ce que se posent tous nos compatriotes en ce moment? C'est est-ce que je vais faire des économies d'énergie avec ces technos-là? Est-ce que je baisse mes frais de chauffage? Est-ce que je baisse les émissions de carbone? Et ça commence à infuser. Et puis surtout, quelle est la bonne technologie aujourd'hui en fonction d'où vous êtes? Donc le premier pilote qu'on a fait, c'est en 2019. Alors il y en a peut-être qui ont vu l'an passé, donc pardon pour si c'est un redite. La Hollande a été un des premiers pays à porter les solutions hydrogène. Alors pourquoi ils ont fait ça? Si vous vous souvenez, à l'origine, c'était un producteur de gaz. Ils ont tellement pompé dans la poche qu'ils se sont retrouvés avec des tremblements de terre et donc ils ont arrêté, ils ont basculé vers l'électrification. Et l'électrification chez eux, c'est soit la pompe à chaleur, soit l'hydrogène à travers de l'électrolyse. Donc ce chantier avait été porté par Stedim et par Bel Air Thermea. Et l'idée, c'était de démontrer qu'on pouvait faire de l'hydrogène dans le bâtiment en toute sécurité et surtout, avec un dernier élément important, c'est de ne pas être plus émissif que la meilleure des chaudières à condensation gaz. Donc côté CO, CO2, vous avez réglé le problème vu qu'on n'en a pas. Mais côté NOx, il a fallu travailler beaucoup là-dessus. Donc ce chantier, c'est un vrai pilote. Il est prévu pour 3 ans. Donc on va bientôt s'arrêter sur ce chantier-là et repartir derrière sur un vrai process industriel avec des vrais produits. Ensuite, il y en a eu un deuxième en 2020 où vous avez 2 chaudières en côte à côte, une hydrogène et une gaz. Et l'objectif là, c'était de piloter les deux et de vérifier quelle était la meilleure énergie en fonction des disponibilités. Parce que vous pouvez très bien à un moment manquer d'hydrogène. Et puis le tout dernier qui a été lancé, c'était en décembre 2022. Donc ça, c'est Alliander, qui est un opérateur au sud de Rotterdam, et qui a comme particularité d'avoir converti un petit réseau, donc qui avait un ancien bras de gaz naturel. Ils ont coupé, et les 12 maisons, je crois que c'est 12 ou 15, 12 maisons, ont été raccordées sur un électrolyseur, et on a converti toutes les maisons en hydrogène, aussi bien pour la partie chauffage que pour la partie cuisson. Et donc vous avez en haut, là-haut, l'image d'une des petites chaudières qui est mise sur le toit. L'intérêt de cette techno-là, c'est de faire de nouveau un démonstrateur pour dire on peut avoir une combustion la plus noble qui soit en brûlant un carburant qui est zéro carbone. Et puis dernière chose que vous avez là, c'est qu'on a dans notre usine de Bassano, qui est au nord de Venise, fait une première ligne de chaudière hydrogène pure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut alimenter des pilotes en Europe
Et en France, donc on en a 2 qui vont démarrer. Un avec une conversion de réseau, où on aura pareil une quinzaine de maisons accrochées à l'hydrogène. Et le deuxième est en Alsace, où on va avoir plusieurs projets de logement hydrogène. L'objectif, dans ces pilotes, c'est de démontrer qu'on a une filière qui est cohérente, qui est noble et que c'était le bon produit à cet endroit-là. Donc si vous regardez une machine, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une petite domestique. Quand vous mettez cette machine devant un chauffagiste, il a les mêmes codes de la filière. C'est-à-dire que ça ressemble à une chaudière, comme une chaudière, avec les mêmes réglages, les mêmes composants. L'alimentation gaz se fait au milieu, les raccordements sont les mêmes. Ça veut dire qu'il ne peut pas, lui, être inquiet quand il voit cette techno-là. Ensuite, ce qui est génial pour nous, c'est que vous avez CO0, CO2, 0. Donc ça veut dire que vous avez quand même une combustion qui est évidemment sans carbone. Et puis aujourd'hui, ces projets sont certifiés par le DFONGW, qui est le certificateur allemand. Ça veut dire que les machines sont certifiées pour être mises sur le terrain. Donc on peut, dans le cadre de pilote, installer ces machines. Et puis on a fait un tout petit peu plus gros. Ah pardon, ça sera l'image. Hop, il m'en manque une. Donc on a fait une chaudière un peu plus puissante, ça sera juste après. Donc cette première-là, pour vous montrer, c'est à Châteauneuf. Alors ceux qui ont vu les conférences de l'an passé vont peut-être se souvenir. En fait, c'est un pilote qui est fait dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, où en fait l'origine de ce projet est un tout petit peu différent. C'est un château qui fait 4000 m². À l'origine, le maire de la commune voulait transformer la chaudière gaz en un système pompe à chaleur. Il a demandé une autorisation et un renforcement de la ligne, et l'opérateur électrique lui a demandé 400 000 € de participation. Bernard, qui est très diplomate, a expliqué que c'était une erreur stratégique et il les a envoyés bouler en disant « je vais faire une autre filière ». Et le projet hydrogène a démarré comme ça. Et en fait, sur ce site, aujourd'hui, il est autonome en électricité totale. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin du tout de la partie réseau. Et puis surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait calculé le coût d'investissement qui aurait été nécessaire pour changer tous les émetteurs du château pour les passer en un système basse température. Et il se retrouvait avec 180 000 € de coûts supplémentaires. Et donc, on est resté sur une filière un peu innovante. Donc, le schéma, il est comme ça. On a comme source d'énergie renouvelable sur place 2 technologies, des photovoltaïques avec 90 m² et 2 arbres à vent. Donc, des arbres à vent, hein, c'est des éoliennes socialement acceptables. Donc, c'est plutôt sympa. Et la particularité du monde de l'hydrogène, c'est qu'on travaille en courant continu, pas en courant alternatif. Et donc, on a des rendements de la filière soit arbre à vent, soit photovoltaïque qui sont proches de l'optimum de ces technos-là. Vous n'avez pas de convertisseur pour passer en 220 et ainsi de suite. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a un électrolyseur de 15 kW. Sur ce chantier, on a du stockage. Et puis derrière, il y a la chaufferie, une pile à combustible. Et puis à l'origine, il y avait une partie mobilité qui est là au-dessus, là-haut, qui a été, elle, supprimée parce qu'en fait, il nous piquait tellement notre stock qu'on n'en avait plus assez pour la chaufferie. Et puis, vous avez le courant qui est là-haut, au-dessus de l'alimentation réseau. Et vous voyez que le disjoncteur est ouvert. Et je peux vous certifier qu'aujourd'hui, c'est le cas. On est vraiment autonome côté électricité. Donc, si on fait vite fait le focus, donc cette plateforme a été plusieurs fois récompensée par plusieurs, principalement les hydrogénies. Et donc, on a sur site, nous, dans la chaufferie, ces 2 technos-là. Une chaudière hydrogène pure et une chaudière en mélange. Et le principe, en fait, c'est de chercher quelle est la meilleure des énergies en temps réel. Donc, j'ai un stock d'hydrogène fini qui est de 72 kg. J'ai une production d'énergie renouvelable, j'ai du gaz. Et on va aller chercher, est-ce que j'utilise tout l'hydrogène dans la 100% ou au contraire, est-ce que je fais plutôt du mélange? La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt fait du mélange. Et donc, si on fait le premier bilan, on a produit un peu plus de 500 kg d'hydrogène sur l'année 2022. Et puis, ce qu'on a surtout pour nous, côté chaudière, au bout du premier entretien, c'est-à-dire que l'hydrogène est une combustion qui est beaucoup moins forte et violente qu'une combustion gaz. Et ensuite, on a un élément majeur, c'est qu'on n'a pas de mercaptan. Vous savez, ce traceur odorant que vous avez qui est caractéristique du gaz, quand vous le faites interagir dans la chaudière, vous avez du soufre qui apparaît là, du SO2, SO3, plus de l'H2O, ça fait de l'acide sulfurique et qui va être destructeur pour les machines. Donc le fait de ne pas l'avoir, ça nous permet d'avoir des états de surfacique qui sont bien meilleurs. Ensuite, la combustion n'a pas bougé, je vous montrerai quelques exemples. Et puis, on n'a surtout pas eu de panne, ce qui est pour nous tout à fait capital. Donc, la première chose de combustion, hein, c'est qu'à chaque fois que vous mettez de l'hydrogène et de l'air dans une machine, vous en ressortez d'un côté de la vapeur d'eau, mais surtout, vous ressortez absolument... Pardon, ça, je suis en gaz, pardon. Et si je fais en version hydrogène, j'ai 0 CO2 qui traîne. Donc la machine, la voilà. Ce que vous avez à l'écran, c'est 0 CO2, 0 CO, un rendement de 98% sur le PCS. Et puis surtout,
pour vous, d'un côté sécuritaire, c'est la première fois qu'on vous montre ce qu'on a mis dedans. En fait, on a imaginé une machine qui ne puisse pas avoir d'incident. En fait, on a des détecteurs d'hydrogène à l'intérieur. Et puis, le dernier élément vraiment parfait, c'est de vérifier que la quantité d'hydrogène qui rentre dans la machine est égale à l'image thermique que l'on a. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas de perte et qu'on a exactement la réponse. Et ça, c'est fait pour que vous n'ayez pas de dérive. Et on a plusieurs fois fait venir des sociétés de SAV autour de la machine pour leur vérifier leur réaction. Et aujourd'hui, on est plutôt content parce que ça reste une chaudière gaz normale. Côté émissions des NOx, vous aurez un petit focus. Là, vous avez les émissions de NOx en Europe. Pourquoi je vous parle des NOx? Parce que la flamme hydrogène est un petit peu plus élevée que la flamme gaz. Et donc, elle devrait générer beaucoup de NOx. Et vous allez voir qu'on a travaillé sur ça. Ça, c'est les émissions. Donc, vous avez Paris, c'est pas terrible. Et puis, le nord de l'Europe, il y a énormément d'émissions d'oxyde d'azote. En fait, ce qu'on a fait, nous, pour limiter les NOx, donc les NOx, hein, c'est vraiment l'oxydation de l'oxygène lors de la combustion. Et vous avez 3 éléments. Un, la température de flamme. La deuxième, c'est la quantité d'oxygène que vous mettez dedans. Et plus vous êtes en excédère, plus vous risquez de faire des NOx. Et puis le dernier élément, c'est le temps de séjour. C'est-à-dire combien de temps vous allez passer l'azote dans la flamme. L'hydrogène a un avantage, c'est qu'il est tellement volatile et tellement véloce que hop, il se barre très très vite. Et donc ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est de travailler sur un développement de brûleurs qui fait qu'aujourd'hui on fait 0 CO, 0 CO2, mais surtout on fait 3 fois moins de NOx, ou 4 fois moins même, que la réglementation la plus sévère. Donc ça veut dire quoi? Que le législateur ne pouvait pas nous dire votre solution est chouette en carbone, mais vous êtes défaillant en NOx. Et par rapport à une chaudière haut de gamme gaz naturel, on est 2 fois moins en NOx. Ça, c'est lié à la conception du brûleur, alors que la partie hydrogène, lui, étant 150 degrés plus élevé, aurait dû nous faire beaucoup d'oxyde. Donc la grosse, là voilà, ça c'est la grosse chaudière de 50 kW. La toute première sera installée dans quelques heures sur Strasbourg et on va chauffer un bâtiment avec. On a gardé les mêmes codes, on a gardé les mêmes sécurités et en fait on a simplement là une chaudière dans une chaufferie qui va nous alimenter le bâtiment à partir d'une combustion hydrogène. Donc en clair, on a été super mauvais pendant plein d'années et puis on croit beaucoup à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est si on faisait de l'hydrogène localement. C'est-à-dire que si on associait une petite chaudière avec son électrolyseur, et en fait voilà le principe, c'est-à-dire que je vous ai expliqué que la chaleur fatale, je voulais la garder, donc on la cède au réseau. Le mélange gazeux, on va le mélanger avec le gaz et on injecte ça dans la chaudière. Et puis ce qu'on récupère, eh bien, c'est la vapeur d'eau. Et que cette vapeur d'eau, on va la réinjecter dans l'électrolyseur via la condensation. Donc, plutôt que de la perdre bêtement et d'avoir mes petites souris, en fait, c'est cette vapeur d'eau-là que je conserve. Et c'est ça la source d'alimentation d'hydrogène d'une chaudière. Ce n'est pas le réseau, c'est l'eau de condensation. Et en fait, on a beaucoup augmenté les émissions de flotte. Donc si vous regardez sur ce tableau-là rapidement, quand j'hybride une chaudière, j'ai baissé de 11% les émissions de CO2 en hybridant à peine à 20%. J'ai plongé de 33% le CO. J'ai augmenté le rendement de plus de 5%. Et puis surtout, j'ai augmenté de 25% le volume d'eau de condensation. Donc ça veut dire quoi? Que je peux venir rétrofiter toutes les chaudières gaz qui ont été changées dans le cadre des aides gouvernementales à travers les chaudières THPE, qu'elles soient de ma maison ou pas. En fait, on peut venir facilement hybrider ces machines. Ça, c'est un effet de bord qui est absolument génial. En fait, ce que vous avez là, c'est la courbe en U des émissions de CO d'une chaudière normale. Donc, vous avez un talon ou un plateau qui est souvent à 1/3 de sa puissance. Et puis, quand vous êtes en gaz, ce que vous voyez, c'est que les oxydes, les CO, montent de façon importante. Et lorsque vous hybridez, ce qu'on a, c'est qu'on a une belle droite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à convertir la totalité de la combustion, non pas sous forme de polluant, mais juste sous forme de vapeur d'eau. Et on a un vrai effet de bord. Les NOx, c'est encore plus spectaculaire, mais comme il y a des brevets en cours, je ne peux pas vous la montrer. Et puis, voilà les 3 usages de l'hydrogène comme nous, on l'imagine. Donc, ça veut dire d'un côté, toute notre gamme aujourd'hui, elle est compatible pour recevoir du 20%. Donc, ça veut dire que s'il y a un réseau qui passe, s'il y a de l'hydrogène fatal, eh bien, on peut venir hybrider ces machines complètement. À droite, vous avez la 100%, donc c'est les 2 technologies que je vous ai montrées, du domestique et du tertiaire. Et puis au milieu, eh bien, il y a cette fameuse hybridation où on associe un électrolyseur de combustion avec une chaudière. Et ça nous permet, comme vous l'avez vu, de baisser les CO, les NOx et les CO2. Voilà, donc on a quelques minutes pour des questions. Je suis juste dans le timing. Ah, parfait. Tac. Vous avez tous scotché?
Aïe, aïe, aïe. Pas de questions? Ah bah sinon... Vous avez 10 minutes. Ah, c'est vrai, vous avez pas de tout est clair? Si, ah quand même. J'aurais été inquiet sinon. Hein. Ouais, merci, bonjour. Bonjour. Comment vous pilotez l'ensemble pour optimiser le fonctionnement et donc les paramètres, les résultats? Alors dans ce cas-là, sur la partie chaufferie, là où on a les flux, en fait ce qu'on fait c'est que donc on récupère les modèles mathématiques de Météo Blue, si vous connaissez, c'est un site qui est en Suisse, où en fait on va avoir un pas de temps de 10 minutes, on va avoir la quantité de le signe atmosphérique, donc la quantité d'absorption sur le photovoltaïque. Donc là on va avoir le calcul théorique de la puissance énergie renouvelable disponible. En face, on va modéliser le bâtiment. On a notre stock. Et là, on va faire sur ces pas. Alors, on fait un calcul sur 4 heures, 12 heures. Et après, on a une semaine et un mois. Et donc, on regarde les dérivés, hein, les gradients. Et avec ça, on va chercher quelle est l'énergie la plus efficiente. La vraie théorie, ça serait de dire, tant que j'ai de l'hydrogène, j'allume la 100% et j'effondre le stock. Puis après, tant pis, je travaille avec la gaz seule. Évidemment que ce n'est pas ce qui se passe. On passe plus des 2/3 du temps à tourner en mélange et avec des mélanges qui vont un petit peu plus que 20% parce qu'on a un peu de flux. Et la 100%, elle tourne un peu moins parce qu'on est limité par un ICPE. Alors si vous connaissez peut-être, il y en a 2 chiants en France pour moi, la 2910 et la 4715. Alors la 2910 qui dit vous n'avez pas le droit de brûler d'hydrogène parce que vous êtes un gaz de rebut et c'est pas agréable, si je résume vite. Et la 4715, c'est vous n'avez pas le droit de stocker plus de 100 kg. Si on pouvait me stocker 4 tonnes, ça serait absolument génial, hein, parce que là, je pourrais vraiment faire du déphasage intersaisonnier. Même si elles évoluent, hein, ces règles, grâce à la mobilité, on va peut-être passer à 1 tonne et ça sera plutôt bien pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on perd de la capacité électrique de production parce qu'on ne peut pas stocker suffisamment. Donc, l'idée, c'était ça. Mais maintenant que l'algorithme est développé pour une petite quantité, si j'en ai plus, ça ira mieux. De mémoire, on a fait 29 tonnes de CO2 économisées sur la première année. L'objectif, c'était 73 tonnes. On est pour 2022, alors on n'a pas les derniers chiffres pile, mais on était un peu plus de 50 tonnes. Donc ça veut dire qu'on s'approche de la valeur théorique. Donc l'algorithme fonctionne maintenant plutôt très bien. Et puis on a surtout supprimé la mobilité qui nous piquait beaucoup de notre gaz. Ensuite, ce qu'on a fait aussi dans l'algo, qu'on a rajouté, c'est la surchauffe du bâtiment. C'est-à-dire que quand j'ai un très grand flux d'énergie électrique dans l'après-midi et que je sais que le soir, la consigne va diminuer, que je suis en limite de stockage énergétique, en fait, on surchauffe le bâtiment de 1 degré, 1,5 degré pour profiter de l'inertie, parce que j'ai toujours cette énergie gratuite qui arrive là, et donc je vais pouvoir me la décaler et profiter de ça. Après, il ne faut pas habituer les gens, parce que c'est ce qu'on a eu comme remarque, c'est mais pourquoi un jour il fait 19 et puis le lendemain il fait 21? Donc en fait, la mémoire, c'est pourquoi il ne fait pas toujours 21? Donc bon voilà, ça c'est. Mais l'idée c'était ça, et donc peut-être que demain c'est de rajouter un ballon de stockage en énergie primaire ou avec un changement de phase thermique pour venir faire le déphasage et puis pas injecter dans le bâtiment. Donc voilà, on est vraiment en phase de conception et de suivi de ce projet. Merci. Bonjour, une question, comment vous stockez l'hydrogène sur place? Alors sur le site là-bas, on le stocke dans des racks. En fait, l'électrolyseur sort en natif à 40 bars. En fait, c'est un petit électrolyseur PEM qui est là. Et on stocke dans des racks traditionnels, c'est-à-dire qu'on pousse à 40 bars. Et ensuite, on a un compresseur pneumatique où on remonte à 200 bars et on peut, sur un booster, aller à 500. L'objectif, c'est de limiter ça, parce que ça, c'est vraiment le problème de rendement de la filière. Et donc, comme nous, on fait de la combustion, moi, 40 bars, c'est déjà très élevé. Moi, ma chaudière, elle tourne à 20 millibars. Donc vous y doutez bien que le 40 me suffit bien largement. Et les 72 kg aujourd'hui nous suffisent en tampon à 40 bars. L'objectif, c'est que le stockage gazeux est la seule solution simple pour notre monde. Tout ce qui est stockage métallique ou autre, ça n'a pas de sens. Et là, l'idée du démonstrateur, c'est de voir si on ne peut pas se passer demain de ce stockage hydrogène, parce que ça sera une des clés dans le bâtiment. C'est-à-dire commencer à arriver à stocker de l'hydrogène chez soi avant que l'ICPE et les règles soient adaptées. Je pense qu'on sera tous bien fatigués. Donc il faut travailler sur d'autres usages. Là, l'idée, c'était de quantifier ce buffer, parce que notre objectif, c'était quand même de faire du déphasage intersaisonnier le plus efficace possible. Mais voilà, on est juste comme ça. Et
Et c'est vraiment un démonstrateur. Et l'objectif, c'est quand même de ne pas avoir de stock et vraiment juste faire à la demande, quoi. Oui, bonjour. Deux questions. La première, c'est effectivement ces contraintes de... Quand vous couplez avec un électrolyseur et un stockage, ça va être la place. Ça prend de la place. Et il faut des évents, il faut en tout cas de la ventilation. L'hydrogène peut fuir, etc. Donc ça, je pense, c'est peut-être une contrainte. Et la deuxième, vous avez parlé sur une expérimentation qui avait aussi la cuisine. La flamme étant invisible, comment vous faites? Alors, pour la flamme colorée, c'est simple, c'est de l'acétone qui est mis dedans. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait avec Alliander en Hollande. Mais c'est ce qu'on fait, par exemple, nous, sur nos chalumeaux hydrogène dans nos usines. Hein, on a de l'acétone pour la colorée bleue. Je sais que Alliander s'est amusé avec d'autres colorants. Si vous vous rappelez, les Jeux Olympiques de Tokyo, la flamme était une flamme hydrogène qui était couleur dorée. Hein, c'était avec des oxydes de cuivre, je crois, de mémoire. Donc c'est comme ça qu'elle a été colorée. Il y a toujours le problème du traceur odorant. Et aujourd'hui, on se bagarre pour ne pas l'avoir parce que ça limiterait les usages, hein, du fait qu'il y a du soufre et ça nous poserait souci. Après, côté chaufferie, effectivement, le fait d'avoir de la production stockage, on nous a demandé des évents. Alors les évents, hein, c'est des petits tubes en inox parce que l'hydrogène est génial, il est tellement petit qu'il passe à travers tout. Alors il est très gros par rapport à l'hélium, mais il est quand même tout petit. Hein, c'est-à-dire qu'à travers un béton, il passe sans problème. Et pour qu'il devienne un peu sportif, il faut dépasser 4% de concentration. C'est quasi impossible dans un bâtiment normal. Si vous faites un cryostat bien fermé, vous pourriez y arriver. Mais dans un électrolyseur, on y arrive. Mais dans un bâtiment, il y a tellement de fuites partout qu'il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on a à Châteauneuf comme sécurité, on a un détecteur d'hydrogène avec le taux qui apparaît. On a évidemment des asservissements sur des électrovannes si ça venait à mal se passer. Et ensuite, il y a un asservissement avec une ventilation au-dessus de la pile à combustible. L'idée étant que si on avait un souci. Mais côté chaufferie, on a juste une ventilation haute et basse. Et on a juste au-dessus des zones hydrogène un évent captif et qui ressort sur le toit. Et il n'y a pas plus que ça, mais pas simplement parce que côté chaufferie, je suis à 20 millibars et j'ai pas de stock. Donc je suis dans la réglementation gaz, voilà, j'ai pas de pression, pas de stockage, donc je suis en réglementation gaz. Les raccords, les joints, ça reste des raccords du monde des gaz, hein. C'est pas parce que c'est de l'hydrogène. C'est des liaisons en cuivre, des raccords, on n'a pas de spécificité. Maintenant, on serait dans la mobilité à 750 bars, on ne parlerait pas le même langage et ça ne sera pas les mêmes coûts, quoi. Dernière question. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la récupération des condensats donc, qui pouvaient alimenter donc, l'électrolyse. Oui. Mais ce n'est pas, je suppose, la seule source d'alimentation. Si, j'en ai trop. Il y en a trop. Oui. Ok. Ça, c'est un truc génial. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on décale le point de rosée. Typiquement, une chaudière condensation gaz, ça condense jusqu'à 52 degrés de retour de température, hein, et un départ à un delta T15. Là, on condense jusqu'à 68, 69 degrés. Okay. Donc ça veut dire que même en phase d'eau chaude sanitaire, je condense encore largement. Donc oui, j'ai vraiment pas... Le flux qui est là, il est largement suffisant. Et comme en plus, on a augmenté de 25% le volume des condensats de par l'injection d'O2H2 dans la flamme, bah, en fait, on en a beaucoup trop. On est obligé de garder l'évacuation d'ailleurs, parce qu'à un moment, on n'arrive pas à tout récupérer, quoi. Merci. Merci. Bon après-midi.